Bonjour, un nouveau cours qui s'intitule Échantillonnage et estimation, dans lequel on verra la théorie de l'échantillonnage, la théorie de l'estimation et également le test d'hypothèse. Et dans ce cadre, on va s'intéresser à la distinction entre l'échantillonnage et l'estimation. Qu'est-ce que c'est que l'échantillonnage? Qu'est-ce que c'est que l'estimation? Donc, il faut partir de définitions fondamentales dans le cadre de ce cours. Donc, on verra ensemble un ensemble de concepts. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'échantillonnage, dans ce cadre, on a, dans le cadre de l'échantillonnage, les données qui sont connues sur la population. Donc, on est dans le cadre de l'échantillonnage quand on connaît les paramètres de la population. Et on va tirer donc des résultats sur des échantillons, tout en connaissant les paramètres de la population. Dans le cadre d'estimation, les données sur la population ou les paramètres de la population sont inconnus. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut les estimer. Et les estimer à travers quoi? À travers le prélèvement d'échantillons. Voilà. Le problème qui se pose, c'est comment à partir, dans le cadre de l'estimation toujours, comment à partir de résultats qui sont mesurés sur un échantillon, extrait de la population, on peut généraliser ces données à l'ensemble de la population, à la population entière. Et donc, il y a la notion de risque qui se pose. Est-ce qu'on peut se fier à ces informations ou pas? Et donc, c'est l'utilité de toutes ces théories. Ce qu'il faut avoir comme prérequis pour suivre ce cours, donc, premièrement, avoir suivi les cours de statistiques descriptives. Toutes les notions de variance, comment on l'écrit, la formule, la moyenne et d'autres. Savoir résumer une série statistique à l'aide de paramètres, donc puisqu'on parle ici de paramètres de la population et également de l'échantillon, et connaître les lois de probabilité parce qu'il s'agit de lois qu'il faut approximer des fois, approximer par une loi normale. Donc il faut connaître bien sûr dans ce cadre les lois. Ok, l'objectif de ce cours. Premièrement, il s'agit de comprendre la notion d'échantillon d'une population. Deuxièmement, connaître les méthodes de sondage et d'estimation. On verra un ensemble de méthodes de sondage et également des méthodes d'estimation. Troisième objectif, connaître les tests d'hypothèse. La durée de la séance, à peu près 2h15, 3h en présentiel. Et tout le temps, lié à la science, il faut faire un travail personnel qui est sérieux et constant. Et bien sûr, ce travail personnel, il est variable en fonction de la capacité de chacun. Voilà, le plan qu'on va suivre est le suivant. Donc, dans le premier chapitre, on verra la théorie de l'échantillonnage. Premièrement, les notions fondamentales. Deuxième section, on verra les méthodes de sondage par choix raisonné, les méthodes de sondage probabilistes. Et en dernier, on verra la méthode aléatoire. Dans le deuxième chapitre, qui sera consacré à la théorie de l'estimation, on verra dans un premier point les estimateurs ponctuels et dans un deuxième point les estimateurs par intervalle de confiance. Et en dernier, on verra le troisième chapitre, donc test d'hypothèse, dans lequel il y a la comparaison à un standard et la comparaison de deux échantillons, c'est-à-dire le test de conformité et également le test d'homogénéité. Voilà. Donc, on arrive à la différence. Donc, je vous fais ici un schéma qui vous facilite la compréhension de l'échantillonnage et de l'estimation. Donc, ici, quand on parle d'échantillonnage, je peux prendre un pointeur. Dans le cadre de l'échantillonnage, on a dit on connaît les paramètres de la population. On a la population. De la population, on tire des échantillons. Okay? Ces échantillons-là, donc on calcule
la moyenne de l'échantillon 1, la moyenne de l'échantillon 2, moyenne, fréquence et bien sûr écart type de chaque échantillon. Okay. Et on fait une distribution d'échantillonnage de quoi? Des moyennes, des fréquences et des variances. Donc, on connaît les paramètres de la population et on tire des échantillons en connaissant les paramètres de la population. Dans le cas de l'estimation, on ne connaît pas les paramètres de la population. Ici, ils sont inconnus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les connaître? Il faut tirer un échantillon, prélever un échantillon, calculer sa moyenne, écart type, fréquence, et généraliser les informations. Et donc, ici, il faut voir est-ce que l'échantillon est représentatif de la population ou pas. Et donc, on passe ici dans le cadre de l'estimation, donc à travers un échantillon, on estime les paramètres de la population, et on passe, puisqu'on aura des hypothèses, par le test d'hypothèse, un test de conformité et un test d'homogénéité. Conformité, c'est-à-dire que la comparaison, par exemple, d'un échantillon par rapport à une norme, je vous dis une norme, par exemple, vous avez un véhicule, une voiture, quand vous la passez au contrôle technique, on vous laisse rouler parce que la voiture respecte une norme d'émission de CO2. Okay. Et dans le contrôle, donc, il y aura plusieurs normes. Normes concernant le freinage, normes concernant l'équilibre de la voiture, etc. Et donc, comparaison par rapport à une norme de conformité. Est-ce qu'elle est conforme à la norme? Donc, est-ce que l'échantillon est conforme à la norme? Et l'homogénéité, on teste deux échantillons ou deux séries statistiques, donc ensemble, test d'homogénéité. Ok, on continue. Premier exemple qui concerne l'échantillonnage. Je vous donne des exemples d'échantillonnage, des exemples d'estimation et enfin je fais une synthèse à travers un exemple. Exemple d'échantillonnage. Vous avez une entreprise qui est spécialisée dans la vente de parfums pour femmes au Maroc. Vous avez votre propre entreprise, vous comptez vous lancer dans la vente de parfums pour femmes. Vous connaissez les paramètres de la population, c'est-à-dire l'effectif, par exemple, de la tranche d'âge entre 25 et 35 ans, par exemple, ceux qui vont acheter votre parfum, les clients potentiels, et vous avez la moyenne des dépenses, par exemple, de cette tranche d'âge. Voilà, et d'autres paramètres. Donc, les paramètres moyenne, fréquence et variance. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prélever un échantillon dans une ville quelconque, dans la ville dans laquelle vous êtes. Et si vous comptez, donc, comme ici, vendre sur tout le Maroc, donc vous allez prélever des échantillons dans chaque région, dans chaque ville. Et vous comparez par rapport aux paramètres de la population. Donné donc, puisque dans le cadre de l'échantillonnage, on connaît les paramètres de la population. Voilà, donc exemple concerne l'échantillonnage. Ici, dans le cadre de l'estimation, qu'est-ce que c'est que l'estimation? Dans le cadre de l'estimation, regardez, donc les paramètres de la population sont inconnus. Il faut les estimer. Opération d'estimation. À travers quoi? À travers les paramètres de l'échantillon. Qu'est-ce que c'est que les paramètres de l'échantillon? Donc, la moyenne d'un échantillon ou bien la moyenne de plusieurs échantillons. Vous aurez la fréquence et la variance de l'échantillon. Ce sont des estimateurs de la moyenne, donc la moyenne, estimateur de la moyenne, ici, la fréquence, estimateur de la proportion, et la variance de l'échantillon, S au carré, estimateur de sigma au carré, au niveau de la population. Voilà. Donc on passe par l'opération d'estimation. Un exemple d'estimation. Vous avez un laboratoire pharmaceutique qui souhaite étudier l'effet thérapeutique d'un nouvel vaccin contre le coronavirus sur une population cible. Donc, le laboratoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, premièrement, réaliser une étude clinique selon un protocole précis sur un échantillon d'individus issus de cette population. Donc, avant de lancer
Le vaccin en vente, on va faire le test sur des individus. Et on mesure quoi? Les variables d'intérêt. Qu'est-ce que c'est donc les variables d'intérêt? La réaction au vaccin, des effets secondaires et autres pour tous les individus de l'échantillon. L'objectif du laboratoire, c'est d'évaluer les effets potentiels du vaccin sur les individus de la population cible dans son ensemble. Et du coup, avec le vaccin, on a des effets secondaires. Ils seront notés sur le vaccin. Vous aurez des boutons rouges, vous pouvez avoir des maux de tête, etc. Donc, on les note avant de lancer notre vaccin en vente. Donc, l'objet de l'estimation ici, passer d'une information qui porte sur un échantillon à une information portant sur la population. Et du coup, quand vous achetez un médicament, vous achetez un vaccin, donc on sait quels sont les effets secondaires ou quelles sont les réactions que les individus peuvent développer à la suite de ce vaccin. Exemple 2 de l'estimation. Vous avez ici un parti politique qui cherche à estimer la proportion ou les chances de son candidat aux élections législatives. Donc les membres d'un parti politique désignent un candidat aux élections législatives. Le parti politique, premièrement, désigne un candidat. Ok, très bien. Et on va voir les chances de ce candidat. Qu'est-ce qu'on fait? Les leaders du parti cherchent à estimer la proportion des électeurs favorables à leur candidat. On prend un échantillon de 400 électeurs Millali, donc d'une ville. Je prends la ville de Blimlel. Donc on sélectionne 400 électeurs. Okay. Sur les 400, il y a 160 qui sont favorables. Okay. Et donc l'estimation de la proportion au niveau de la population d'électeurs favorables au candidat est de 160 sur 400 est égal à 40%. Donc 40% sur mon échantillon, c'est F, la fréquence, et je suis en train d'estimer la proportion au niveau de la population qui est de 40%. Très bien. Un troisième exemple. Vous avez un fabricant de pneus qui a conçu un nouveau modèle de pneus qui permet d'accroître le kilométrage effectué avec les anciens modèles. Ok. Un fabricant de pneus, n'importe quel fabricant, Goodyear, Michelin ou n'importe lequel. Donc, on a des pneus et on essaye tout le temps de concevoir de nouveaux modèles qui peuvent parcourir donc plus de kilomètres et donc pour concurrencer les autres fabricants. Ok. Et du coup, donc, avant de lancer le nouveau modèle, on fait une estimation donc de nombre de kilomètres au kilométrage parcouru. Donc, pour estimer le nombre moyen de kilomètres que les nouveaux pneus vont effectuer, le fabricant, il ne va pas sélectionner toute la population des nouveaux pneus, mais on va prendre un échantillon. On a pris un échantillon de combien? De 120 nouveaux pneus pour les tester. On fait le test et les résultats nous donnent que la moyenne au niveau de l'échantillon est de 42 000 km. Donc, supposons on a pris un échantillon représentatif, donc 42 000 km, ça veut dire que la population des nouveaux pneus, l'estimation du kilomètre moyen pour cette population, elle est de 42 000 km. Très bien. Ça, c'était l'exemple 3. On arrive au dernier exemple, exemple synthétique qui regroupe l'échantillonnage et également l'estimation. Vous avez un DRH, un directeur des ressources humaines d'une grande entreprise et qui cherche à identifier le profil des 1200 employés, donc grand N, l'effectif de l'entreprise. L'effectif des employés des entreprises, elle est de 1200. Et on s'intéresse à quoi? On s'intéresse au salaire mensuel moyen, donc au niveau de la population, donc M, hein, ou mu, donc M, et on s'intéresse également à quoi? À la proportion des employés ayant suivi une formation en management dispensée par l'entreprise. Ok.
Donc le DRH s'intéresse à savoir ceux qui ont suivi parmi les 1200 employés, ceux qui ont suivi une formation en management, parce qu'il y aura des absents. Et le salaire mensuel moyen de des 1200 employés. Très bien. Ok. On a deux cas qui se présentent. Soit vous avez la base de données connue, existe. Vous avez une base de données, ça veut dire dans laquelle il y a les paramètres de la population. Ici, on connaît les paramètres de la population. On est dans le cadre d'échantillonnage. Et donc, on prélève un échantillon, on vérifie. Les paramètres de la population, donc ici, le salaire mensuel moyen, c'est M, qui est égal à 8000 dirhams. Donc, supposons le salaire mensuel moyen des 1200 employés. On connaît les données de la population, donc on nous donne la moyenne des salaires est de 8000 dirhams, avec un écart type de 1000 dirhams. Et la proportion de ceux qui ont suivi la formation, 800 étaient présents à la formation, hein, des 1200. Ça veut dire qu'il y avait 400 absences. 400 individus absents. Deuxième cas, la base de données n'existe pas. Donc, on n'a pas ces informations sur la population. On n'a pas la base de données, on n'a pas les paramètres de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cadre, le DRH doit tout simplement prélever un échantillon d'une taille suffisante pour estimer les paramètres de la population. Et on va voir. La définition donc de la taille est très importante. Est-ce qu'il doit prélever 10 individus, 20 individus, 30, 100, 150, hein, pour avoir, pour pouvoir généraliser les paramètres au niveau de l'échantillon à l'ensemble de la population. Et donc, dans ce cadre, on est dans l'estimation. Premier cas, on ne connaît pas les paramètres de la population, donc on fait on connaît les paramètres, base de données existe, on connaît les paramètres de la population, on est dans le cadre de l'échantillonnage. Ici, la base de données n'existe pas, ça veut dire qu'on ne connaît pas les paramètres de la population et on doit les estimer. On est dans le cadre de l'estimation dans le deuxième exemple. Voilà. On rentre au premier chapitre qui concerne la théorie de l'échantillonnage. Et dans le cadre de la théorie de l'échantillonnage, ce qui se passe, premièrement, donc, on définit la théorie de l'échantillonnage. Qu'est-ce que c'est que cette théorie? Elle étudie les liaisons qui existent entre une population et les échantillons de cette population prélevés par sondage. Okay. Si on considère la population donc de taille grand N, et dans cette population, on s'intéresse à étudier deux caractères quantitatifs qui sont X et Y, de moyenne M et de variance sigma au carré, et de proportion P. La première solution, soit on réalise une étude sur l'ensemble des individus de la population, et dans ce cas, on est dans le recensement. Okay. Le recensement qui concerne toute la population, donc qui porte sur l'ensemble des individus de la population. La solution 2, c'est de prendre uniquement une sous-population appelée échantillon et on trouve des approximations. Donc, on essaye de faire des approximations pour les différentes caractéristiques. Ici, on est dans le cadre d'une enquête par échantillonnage, qui est une enquête, donc, étude incomplète. Alors qu'ici, donc, il s'agit d'une enquête qui est exhaustive, ça concerne tous les individus. La théorie de l'échantillonnage, donc la méthode d'échantillonnage consiste à déterminer la composition d'un sous-ensemble formé d'éléments choisis dans un ensemble fondamental. Okay. La théorie de l'échantillonnage, c'est prélever un échantillon. Okay. Prélever un échantillon, c'est un sous-ensemble de quoi? D'une population. Et la population, c'est l'ensemble fondamental. Il s'agit ici de voir comment on doit choisir les éléments de l'échantillon. Et dans ce cadre, on va voir les méthodes d'échantillonnage. Et deuxième élément, combien d'éléments choisir?
comme l'exemple que je viens de citer, le directeur des ressources humaines, est-ce qu'il doit choisir pour estimer les paramètres de la population, donc n égale à 10, égale à 30, égale à 100, on ne sait pas. Ok. On définit les concepts. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une population? La population, c'est un rassemblement de tous les cas, de tous les individus qui répondent à un ensemble de caractères spécifiques, qu'on peut appeler univers ou oméga. Donc, c'est l'ensemble statistique, c'est l'ensemble des éléments auxquels on s'intéresse. Et la population, elle est de taille grand N. La population, c'est quoi? C'est sur qui, sur quoi? Sur qui? C'est-à-dire, soit on travaille sur des personnes, soit on travaille sur des objets. Et donc, on travaille sur, ça veut dire, sur lesquels porte notre étude. Exemple, on peut avoir une population de tous les salariés du Maroc, on peut avoir une population des étudiants de la faculté d'économie et de gestion de Bnimlel ou n'importe quelle ville. On peut avoir une population composée de l'ensemble des ménages de la ville de Bnimlel. On peut avoir également donc une population de l'ensemble de nouveaux pneus fabriqués, etc. Donc objets ou bien personnes. La base de sondage, c'est une liste exhaustive, donc un document ou un fichier qui délimite et qui identifie les profils ou les éléments de la population observée et bien sûr, il y donne accès. Voilà, je donne des exemples. Ici, modalité de déplacement des étudiants de la faculté d'économie de gestion. Donc, moyen de transport. Les étudiants viennent en vélo, moto, 460 individus. Les étudiants qui viennent en bus, ils sont de 2120 étudiants. Ceux qui viennent à pied, 1847 étudiants. Ceux qui viennent en voiture, donc 112 étudiants. La population, elle est constituée de 4539 étudiants. Okay? Et on les met ici par catégorie en fonction des moyens de transport. La population statistique, on a dit, donc c'est l'ensemble des individus sur lesquels porte l'étude statistique. C'est l'ensemble de tous les étudiants donc de la faculté et qui est de 4539. Donc l'effectif total, grand N, est égal à 460 plus 2120 plus 1847 plus 112. Et ça nous donne l'effectif total de la population. Voilà, on arrive à une population finie et population infinie. La population finie, je donne des exemples, ça peut être les étudiants de la faculté ou d'un établissement, ça peut être le nombre des ménages d'une ville. Une population infinie, donc ça peut être les étoiles, c'est une population infinie. Les bactéries, les abeilles, donc sont des populations sont très difficiles à dénombrer et à compter. On peut considérer une population finie comme étant infinie quand l'effectif est très grand, tout simplement. Vous avez une population que vous ne pouvez pas compter parce que elle est composée d'individus, donc, et cette population est très grande en termes d'effectifs, donc vous pouvez la considérer comme une population infinie. L'objectif, donc notre objectif, c'est comment on sélectionne un échantillon à partir d'une population finie ou infinie. Donc, vous avez une population finie, il faut élaborer des méthodes de sondage différentes du cas de la population infinie. Donc, ces éléments sont importants et sont déterminants dans la matière donc du choix du type de sondage. Voilà. Vous avez une population finie et homogène. Vous allez procéder par la méthode aléatoire simple. Vous avez une population finie mais non homogène. Et dans ce cadre, vous allez faire les méthodes, la méthode aléatoire stratifiée, ou bien la méthode aléatoire par grappe, ou bien la méthode aléatoire systématique. Par contre, si vous avez une population infinie, non homogène,
Dans ce cadre, vous allez procéder par la méthode des quotas. Vous avez une population infinie et homogène. Dans ce cadre, il faut procéder par d'autres méthodes qui sont la méthode d'échantillonnage au jugé, ou par jugement, ou bien de convenance, ou bien de boule de neige, et on verra également d'autres méthodes à part cela. La population, donc on disait qu'on travaille sur les paramètres. Donc qu'est-ce qu'un paramètre population? Le paramètre population, c'est une fonction des valeurs prises par la variable d'intérêt chez les n éléments composant la population. Okay? Et dans ce cadre, on a comme paramètre la moyenne, la variance, la proportion ou autre. Exemple. Le montant moyen, donc montant moyen des dépenses des ménages de la ville de Bringlel, un paramètre de population. Vous cherchez le montant moyen des dépenses en termes de livres, vêtements ou nourriture. La proportion des étudiants, donc on a dit la proportion, c'est un paramètre population. La proportion des étudiants qui sont originaires de Bringlel, au pourcentage des étudiants qui résident à la cité universitaire. Donc, on est dans le cadre de la proportion. La dispersion des revenus des ménages de la ville de Bringlel. Donc, ici, on est dans le cadre de la variance. Donc, ce sont des paramètres de la population. Voilà, ici, donc, une remarque. L'impossibilité pratique de connaître la valeur exacte de ces paramètres de population, ça veut dire qu'il faut faire un recensement pour connaître les paramètres exacts. Ou la valeur exacte des paramètres. Donc, il faudrait interroger tous les individus de la population. Enquête. L'enquête, un ensemble d'opérations de collecte et de traitement de données relatives à quelque domaine que ce soit. L'unité de base, qu'est-ce que c'est? Donc, unité d'échantillonnage ou unité de sondage, c'est l'élément pris en considération dans l'enquête. L'élément qu'on a pris en considération dans l'enquête. Dans une population, on a pris une unité, donc c'est l'unité de base. Le recensement, c'est une enquête complète. C'est une enquête exhaustive de toutes les unités de base de la population. Recensement. Sondage, au contraire, c'est une enquête incomplète, partielle, ou enquête par échantillonnage. C'est une enquête au cours de laquelle seulement une partie des unités de base de la population est observée. L'échantillon. On passe à l'échantillon. L'échantillon, c'est l'ensemble des unités de base sélectionnées et réellement observées au cours d'un sondage. L'échantillonnage, ou cette opération qu'on a définie donc tout à l'heure, c'est la méthode de construction d'un échantillon, où c'est l'ensemble des opérations qui permettent de sélectionner de façon organisée les éléments de l'échantillon. Plan de tirage, base de sondage, la taille de l'échantillon, etc. Donc de façon organisée. Tirage sans remise, un autre donc, concept qu'il faut savoir. On utilise généralement le tirage sans remise, parce qu'il est plus efficace que le tirage avec remise. Donc il s'agit de prélever des individus distincts les uns des autres. Dans le tirage avec remise, un même individu peut être sélectionné plusieurs fois. Voilà. Et donc, tirage avec remise, tirage sans remise, tirage avec remise, ou bien on dit tirage non exhaustif, ou bien on dit que les événements sont indépendants. Tirage sans remise, c'est un tirage exhaustif, et dans lequel les événements ne sont pas indépendants, ils sont dépendants. On prélève un échantillon de taille n, et bien sûr, prélevé dans une population, soit par tirage non exhaustif, et quand on dit tirage non exhaustif, ça veut dire un tirage avec remise, ça veut dire que les événements sont indépendants. Vous tirez de façon exhaustive, ça veut dire que c'est un tirage sans remise. Et dans ce cadre, les événements sont dépendants. On a une remarque ici, quand la population est grande ou infinie, on peut considérer le tirage comme non exhaustif.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez une population qui est grande, ou bien infinie. Et dans ce cadre, quel que soit le type de tirage, le coefficient d'exhaustivité sera égal à 1. Et du coup, donc, on peut considérer le tirage comme non exhaustif, comme si le tirage est avec remise. Voilà, quand grand N, la taille de la population est grande, le tirage avec ou sans remise devient sans importance, sans effet sur vos calculs. La base, l'erreur et le taux de sondage. La base de sondage, qu'est-ce que c'est? La liste, le fichier, le document qu'on a sur lequel il y a les profils, la description des profils. C'est l'énumération, la présentation ordonnée de toutes les unités de base qui constituent votre population. L'erreur d'échantillonnage, c'est l'écart qui existe entre les résultats que vous allez obtenir sur votre échantillon et ceux donnés ou connus de la population. Connus par quelle façon? Bien sûr, par recensement. Voilà. Erreur d'échantillonnage, l'écart que vous avez trouvé entre les paramètres de votre échantillon et ceux que vous avez sur la population. Et bien sûr, plus la taille de l'échantillon est grande, plus l'erreur sera petite. Fraction taux de sondage, c'est la proportion des unités de la population qui font partie, donc taux de sondage, qui font partie de l'échantillon. Quelles sont les unités de la population qui vont faire partie de votre échantillon? Donc, vous allez calculer une proportion. Cette proportion s'appelle donc taux de sondage ou fraction. C'est le rapport entre la taille de l'échantillon et la taille de la population. Et on le calcule de cette façon. Taux de sondage est égal à petit n sur grand N fois 100, puisqu'il s'agit d'un taux. Variable d'intérêt ou variable statistique ou bien caractère. La variable d'intérêt, c'est l'objet que l'on étudie et qui est commun à tous les individus de la population de référence. Et l'ensemble des résultats, on va les prendre comme une série statistique. Premier exemple, donc variable d'intérêt. Pour la population des étudiants de la faculté d'économie et de gestion, on s'intéresse au montant dépensé, c'est la variable d'intérêt, pour l'achat des ouvrages. On s'intéresse au mode de logement des étudiants, donc c'est une variable d'intérêt. On s'intéresse, comme dans l'exemple précédent, au mode de transport des étudiants, donc ici c'est la variable d'intérêt. Un autre exemple, le poids des valises embarquées en soute. On sait que tout le monde, quand on voyage, surtout donc en avion, on s'intéresse au poids de nos valises. Parce que sinon, on paye des frais supplémentaires. Et du coup, donc, la compagnie peut étudier le poids des valises embarquées en soute. Et donc, le poids, c'est une variable. Je m'intéresse par exemple au poids des étudiants dans un amphithéâtre. Je peux m'intéresser au poids des enfants qui viennent sur une journée ou une demi-journée à l'hôpital. Donc le poids des enfants, poids des valises. Donc le poids, c'est une variable d'intérêt. Le nombre des véhicules qui passent par un péage sur autoroute, sur une tranche horaire. Le nombre des voitures est une variable aléatoire. La vitesse de ces voitures donc, qui passent sur un tronçon routier. Et donc, la vitesse est une variable aléatoire. Donc, variable aléatoire, c'est une variable d'intérêt. La variable d'intérêt, ou la variable à laquelle je m'intéresse. C'est ce que je dis, ces variables d'intérêt, c'est l'objet que l'on étudie tout simplement et qui doit être commun à tous les individus. À toutes les voitures, j'étudie quoi? La vitesse. Toutes les valises, j'étudie quoi? Le poids. Tous les enfants, j'étudie quoi? Je m'intéresse à quoi? Au poids. Et donc, c'est la variable d'intérêt. Je définis la théorie de l'échantillonnage. La théorie de l'échantillonnage, c'est quoi? C'est l'ensemble d'outils statistiques qui permettent de déterminer un échantillon représentatif dans une population.
On a dit qu'il s'agit de construire un échantillon. Le construire de quelle façon? Et donc, ce sont ces outils-là qui vont vous permettre de déterminer l'échantillon. Et donc, on est dans le cadre de la théorie d'échantillonnage. Cette théorie étudie les liaisons qui existent entre une population et les échantillons de cette population. Et il est fondamental pour estimer les paramètres de la population, donc la moyenne, la variance, la proportion, à partir des paramètres de l'échantillon. On a des différences, donc on a dit tout à l'heure, erreur d'échantillonnage. Est-ce que l'erreur d'échantillonnage, est-ce que l'écart observé entre deux échantillons, par exemple, sont dus au hasard ou réellement significatifs? Et donc, cette théorie d'échantillonnage, elle est fondamentale dans ce cadre. Alors, on arrive maintenant au deuxième point qui concerne les différentes étapes de la réalisation d'un sondage. Et ici, donc, on va voir plusieurs points. Le premier élément, donc, c'est la spécification des objectifs poursuivis, c'est-à-dire que on va donner les raisons de l'enquête, donc à définir notre population. La population concerne, par exemple, si on vend des parfums pour hommes ou bien pour femmes, donc la population si pour femmes, la population cible, c'est les femmes âgées de tel âge à tel âge. La variable observée, donc on avait parlé de variable d'intérêt. Est-ce qu'on s'intéresse ici homme-femme, donc au sexe, ou bien on s'intéresse au poids? Et après, on définit les hypothèses de recherche qu'il s'agit de vérifier. Donc, on va le voir surtout quand on fera le test d'hypothèse. Les paramètres de la population à estimer. Et donc, paramètres de la population, moyenne, proportion, écart type. Un autre élément, donc on détermine les modalités de collecte de données. Donc, il s'agit de voir qui, quand, à quel moment, comment, par des interviews qui sont directes, par des appels téléphoniques, par des enquêtes sur Internet. La deuxième étape donc, concerne l'élaboration du questionnaire. Ici, donc, il faut différencier, faire la différence ou la distinction entre plusieurs questions. Les questions fermées, genre, possédez-vous un ordinateur? Ici, on répond par oui ou non. Donc, c'est une question fermée dans laquelle le répondeur n'a pas le droit de dire autre chose à part oui et non. Combien vous avez d'enfants? Et ici, donc, il va répondre par 1, 2, 3. Donc, voilà, question ouverte. Que pensez-vous de la manière dont le service est fait? Donc, ici, la question est ouverte et il laisse une marge de manœuvre donc au répondant. Quelles sont vos suggestions pour améliorer notre service ou voilà, lors de la visite d'un client à notre restaurant ou bien à notre hôtel, on peut lui demander, dire quelles sont ses propositions, suggestions pour améliorer le service ou l'accueil des clients. Question à échelle, quelle est votre opinion sur le ministre? Et ici, on lui donne à cocher de très mauvaise à très bonne, ou bien de très mauvaise à sans opinion. Voilà. Tout ceci donc en respectant la méthode d'entonnoir, c'est-à-dire en allant du général vers le particulier. Troisième étape, il s'agit de déterminer le plan de sondage. Le plan de sondage donc qu'on va suivre pour tirer notre échantillon, l'échantillon de n individus, et on cherche à ce que l'échantillon soit représentatif. Donc la méthode de choix et la taille. Donc on détermine la façon avec laquelle on va sélectionner ces individus, donc méthode d'échantillonnage. Et on organise donc l'observation en fonction des contraintes naturelles et techniques, c'est-à-dire les contraintes naturelles. Si vous avez par exemple à dispatcher
enquêteurs sur plusieurs quartiers en prenant en compte les contraintes naturelles ou bien leur nombre. Ok. Le type de plan à adopter, soit on adopte un plan probabiliste, soit un plan empirique. Plan probabiliste, ça veut dire que chaque individu est sélectionné donc de façon aléatoire et a une chance d'appartenir à votre échantillon. Alors que dans le plan empirique, les individus sont sélectionnés par choix raisonné. Donc, vous justifiez votre choix de tel individu. Et ici, les individus n'ont pas la même chance d'appartenir donc à votre échantillon. Voilà, quatrième étape, la sélection d'un échantillon de N individus, donc qui sont les unités de sondage, et on administre le questionnaire ou les interviews. Cinquième étape, déploiement de données. Ici, il s'agit de transcrire donc les données qui sont collectées pour pouvoir les analyser. Sixième étape, on contrôle la qualité de données, donc question de cohérence. Est-ce que il y a des valeurs ou des choses qui sont erronées, etc. Donc on fait un travail de contrôle. Septième étape, on fait une analyse descriptive de l'ensemble des données. Donc on recourt ici à la méthode de la statistique descriptive, surtout à travers des graphiques, des indicateurs de position et de dispersion. Et en huitième étape, on fait de l'inférence statistique au niveau de la population, c'est-à-dire qu'on essaye de généraliser, d'estimer les paramètres de la population, donc à travers des estimateurs trouvés sur notre échantillon. Voilà. Neuvième étape, l'évaluation des résultats. Ici, donc, on va étudier la qualité de la procédure suivie. Est-ce que dans la procédure, il n'y a pas d'erreur? Donc, on évalue nos résultats. Est-ce que la procédure suivie est bonne? On va voir également les risques d'erreur, donc qui concernent tous les niveaux, c'est-à-dire depuis la planification jusqu'au traitement et analyse des données, jusqu'aux résultats donc obtenus. Ici, il y a des erreurs, on va les corriger. Ok, on a fait tout ce travail. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À publier nos résultats de l'enquête, sous forme d'un rapport, sous forme d'un projet de fin d'étude. Et on arrive au troisième point maintenant concerne les avantages et les limites des sondages. Dans ce point, qu'est-ce qu'on va voir donc concernant les avantages? Bon, les avantages, en gros, il y en a trois. Premièrement, vous travaillez sur un échantillon et non pas une population. Ça veut dire que le coût ici, il est faible et rapidement, vous allez avoir les résultats de l'enquête, puisque vous travaillez sur un échantillon. Allez, on va dire, par exemple, au lieu de travailler sur 1000, vous travaillez sur 30 personnes. Voilà, parce que les nombres d'interviews ici sont moins importants dans le cadre de l'échantillon. Précision et richesse des observations. Donc, ceci le donne le fait de travailler sur une taille réduite. Et troisième point, souplesse dans le choix des concepts par l'enquêteur. Ça veut dire que l'enquêteur a une souplesse dans le choix des concepts qu'il va utiliser. Voilà, je donne un exemple. Un questionnaire réalisé en 2017 sur un échantillon de 77 étudiants d'une école d'ingénieurs à Rabat. L'objectif était de connaître le comportement des étudiants qui sont âgés entre 20 et 24. Donc, on connaît maintenant la population. Ce sont les personnes âgées entre 20 et 24. Et on doit travailler sur la même chose sur notre échantillon. En matière de choix d'opérateurs et des offres téléphoniques. Pourquoi donc ils ont choisi tel opérateur et non pas un autre? Et également les offres. Est-ce qu'il s'agit d'appels téléphoniques ou seulement Internet ou autre? Le questionnaire donc contient 3 questions et est administré par Internet sur Google Forms.
Les résultats donnés sont les suivants. Concernant la première question, quel est votre opérateur téléphonique, qui est une question fermée. Donc, il va répondre soit Maroc Télécom, soit Orange, soit Inouï, ou bien autre maintenant, puisque donc l'enquête est faite en 2017. Et on trouve 62,3% qui ont choisi Etisalat Maghreb, 20,8% qui ont choisi Inouï et 16,9% qui ont choisi Orange. Okay. Après cette question, donc on a dit on part du général au particulier. Deuxième question, préférez-vous les offres orientées Internet ou orientées appel? Les offres orientées Internet sont préférables aux offres orientées voix. Donc, puisqu'on a 70% qui préfèrent les offres Internet et 30% qui préfèrent donc les offres voix. Troisième question nous dit, selon vous, quel est l'opérateur qui présente les meilleures offres? Et donc là, on trouve des avis différents. Ça va de Orange, donc pour 36%, Etisalat Maghreb 31%, et ici, donc 36%. En deuxième position, Inouï, et en troisième position, donc Etisalat Maghreb. En fonction des opérateurs donc, qui offrent les meilleurs services. Voilà. Les limites des sondages. On a vu les avantages. Les limites des sondages. Premièrement, l'erreur d'échantillonnage. Voilà. L'écart qui existe entre les paramètres échantillon et paramètres population. La désignation de l'échantillon. Donc la difficulté de désigner un échantillon. Et les erreurs d'observation et également d'interprétation des données. Erreurs dans l'observation lors de la collecte des données et également lors de l'interprétation de ces données, lors de l'analyse. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur d'échantillonnage? C'est la différence entre l'estimation calculée à partir d'une enquête par échantillon et la vraie valeur qui aurait été obtenu si un recensement auprès de la population entière avait été effectué dans les mêmes conditions. Donc voilà, erreur d'échantillonnage, c'est la différence qui existe entre la moyenne, par exemple, je prends un paramètre, la moyenne que vous avez trouvée sur votre échantillon, et la vraie valeur, c'est-à-dire M, la moyenne au niveau de la population. Les sources des erreurs d'échantillonnage. Premièrement, insuffisance de la taille de l'échantillon, c'est-à-dire au lieu de prendre un échantillon de 100, vous n'avez pris qu'un échantillon de 10 ou de 30. Et dans ce cas, donc, vous n'aurez pas obtenu la précision souhaitée. Donc, précision acceptable à partir d'échantillons de taille suffisamment importante, plus et représentatif également. Plus la taille de l'échantillon est grande, plus la méthode d'échantillonnage adoptée vous donne un échantillon représentatif, plus vous allez avoir des valeurs qui sont proches aux paramètres population. L'hétérogénéité des unités statistiques. Donc, une population qui est composée d'unités de taille très inégales. Les unités statistiques, par exemple, ici des établissements industriels d'importance différente. Il faut travailler sur une grande entreprise qui a des unités dans plusieurs villes. Et ces unités sont différentes en termes d'effectifs d'employés, en termes de chiffre d'affaires. Et donc, il y a hétérogénéité des unités dans ce sens, qui vont vous induire en des erreurs d'échantillonnage. Pour une méthode de sondage précise, donc il s'agit de connaître approximativement la taille de chaque unité et deuxièmement, tenir compte de la taille de chaque unité lors du tirage de l'échantillon. Ça veut dire que on a des unités qui sont différentes. Et dans chaque unité, on compte tirer tant d'individus. Donc il faut voir l'effectif total des employés et tirer en fonction d'un taux de sondage. Donc adopter un taux de sondage plus élevé pour les unités qui ont plus d'effectifs.
La difficulté de désignation de l'échantillon. Donc, la méthode des sondages est difficile à mettre en œuvre quand c'est difficile de localiser la population de référence. Par exemple, vous essayez d'identifier le lecteur d'un journal. C'est compliqué de pouvoir identifier nos lecteurs. Pour identifier les sans-abri. Supposons que vous menez une enquête, surtout donc en matière de sociologie, par exemple, il faut travailler sur les sans-abri. Ce qu'on appelle également donc les SDF sans domicile fixe ou les Verts approchent et on essaye, l'État essaye donc d'organiser des abris pour les mettre dans des abris et du coup donc on cherche à les identifier. Comment pouvoir les identifier? Donc c'est un peu compliqué de trouver les sans-abri. Ok, voilà. On arrive au point C concernant les erreurs d'observation et d'interprétation. Erreurs d'observation et sont dues à la conception et à la rédaction du questionnaire. Ça veut dire que lors de la conception, lors de la rédaction du questionnaire, il faut poser des questions qui sont claires, qui sont fidèles et claires. Ça veut dire que les gens arrivent à les comprendre de la même façon, de la même manière. Il faut que vos questions soient claires et précises. L'information obtenue est insuffisante ou de mauvaise qualité. Donc, ça peut être lié aux erreurs d'observation. Vous rédigez mal les questions, ce qui peut être interprété donc de plusieurs façons, lu de plusieurs façons par vos répondants, qui vont automatiquement vous donner des réponses qui sont biaisées. Pourquoi? Parce que donc vous avez des questions où les questions soient pas claires, soit délicates. Concernant les erreurs d'interprétation, donc une mauvaise maîtrise des techniques de sondage et également d'inférence statistique. Si vous ne maîtrisez pas les techniques de sondage, vous allez faire des erreurs dans vos interprétations. Okay? C'est pour cette raison que la maîtrise des techniques de sondage et également l'inférence statistique est très importante dans ce sens. Ok, voilà, donc c'est bon pour la séance d'aujourd'hui, donc le reste, on le verra donc dans la séance prochaine. À très bientôt, au revoir.